Bonjour à tous et bienvenue sur Campagne TV pour votre magazine Terre d'Info, le JT, en direct de ce 53e Salon de l'Agriculture pour son dernier week-end de l'édition 2016. Alors aujourd'hui au sommaire, nous parlerons patrimoine culinaire et fête de la gastronomie, agroforesterie. On s'intéressera aussi à la recherche et à l'innovation et on parlera économie durable avec l'illustration de la banane dans les territoires ultramarins. Et le focus du jour sera consacré en fin d'émission à la gestion de la grippe aviaire. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez là aussi réagir sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook Campagne TV, notre Twitter Campagne TV, notre hashtag TDIJT ou notre site www.campagnetv.com. Vous êtes prêts? Place à l'actualité de ce samedi 6 mars. Et oui, ce salon consacre, comme chaque année, l'excellence française et on peut, au travers de toutes ces allées, déguster de nombreux produits et de nombreux terroirs et de nombreux savoir-faire. C'est aussi l'âme de la fête de la gastronomie qui en est à sa 5e édition. Et j'ai le plaisir de recevoir Jean-Jacques Pinet, chargé de mission au commissariat général de la fête de la gastronomie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Je le disais, l'édition 2005, c'était plus de 11 000 manifestations à travers toute la France, c'est ça ? 11 350 exactement. Pour être précis. Voilà, dont 350 à l'étranger. Et plus de 2 millions de personnes ont participé à l'édition 2015, c'est ça? On peut estimer que 2 millions de personnes, grand public, ont participé à ces événements et en l'occurrence, entre 200 et 300 000 professionnels ont organisé des événements. Alors on va rappeler ce qu'est la fête de la gastronomie. C'est d'abord l'idée de démystifier un peu, j'allais dire, la haute gastronomie et de la rendre accessible au plus grand nombre, c'est ça? Alors cette fête a été initiée en 2011 à l'occasion du repas gastronomique français inscrit au patrimoine de l'UNESCO en 2010. Et nous en sommes à la 6e édition et non pas à la 5e, puisque la prochaine édition a lieu les 23, 24 et 25 septembre. Cette fête se veut à la fois une fête pour valoriser l'ensemble des métiers et des produits relatifs à la gastronomie, mais comme tu le dis, effectivement, la rendre accessible au plus grand nombre. Donc ça se situe à travers tout le territoire. Ce sont effectivement des milliers d'événements qui sont organisés par les professionnels, par les municipalités, par les collectivités territoriales, pour faire en sorte que les produits, les terroirs et la richesse gastronomique française soient mis en valeur ce week-end-là. Justement, promouvoir la gastronomie, c'est promouvoir le travail des agriculteurs et ils sont nombreux durant ce salon. Absolument. Nous avons d'ailleurs avec le ministère de l'Agriculture un partenariat depuis 2014. En l'occurrence, c'était Carole Delga, l'ancienne ministre en charge de ce projet. Maintenant, c'est Martine Pinville qui en est en charge depuis un an. Et donc, ce partenariat est illustré par le fait que nous allons de plus en plus vers l'amont des filières. En ce sens que, bien entendu, si on parle gastronomie, on parle produit, on parle qualité des produits et qualité des hommes et des femmes qui les font. Donc, bien entendu, pour nous, c'est important de développer ce partenariat avec le ministère de l'Agriculture au travers d'événements qui sont organisés, notamment avec l'Agence Bio, avec la Fédération nationale des productions du biologique et puis également avec le syndicat FNSEA ou d'autres, les chambres d'agriculture à côté de nous. Voilà, on souhaite absolument développer ce partenariat de plus en plus et de faire en sorte que la richesse de nos terroirs, la richesse de nos produits soit mise en valeur durant ces 3 jours. Alors c'est la mise en valeur donc, des savoir-faire des agriculteurs, mais aussi de nombre d'AOC, d'appellations d'origine contrôlée et protégées, qui font là aussi la richesse de notre patrimoine. Oui, bien sûr. Il faut que cette fête, que ces 3 jours soient un outil de mise en valeur, comme il est dit, de toutes nos richesses patrimoniales, de toutes les appellations, de toutes les indications protégées, et faire en sorte que ce soit le produit, donc les hommes et les femmes qui font ce produit, qui soit mis en valeur. Et c'est évident que cette fête se veut être la plus accessible pour permettre à ce que la gastronomie soit à la portée de tous. Alors concrètement, il y a nombre de chefs dans les territoires qui s'associent à cette fête de la gastronomie en transformant des produits de qualité. Oui, alors la fête est très variable. Les événements sont d'une grande richesse puisque nous allons à la fois du monde agricole jusqu'aux arts de la table. C'est toute la richesse de cet événement, c'est-à-dire qu'il concerne l'ensemble des professionnels qui touchent de près ou de loin à la gastronomie et effectivement un certain nombre de chefs, pas tous,
mais un certain nombre de chefs font des événements particuliers. Notamment, il y a eu l'année dernière Yannick Aleno sur Paris qui a fait un événement particulier avec nous. Et c'est toute la richesse de cette gastronomie française qui, au travers de chefs, étoilés ou non d'ailleurs, sont mis en valeur et sont mis à la portée du plus grand nombre. Alors il y a toujours un parrain ou une marraine emblématique chaque année. Vous allez peut-être nous citer les anciens. Est-ce que vous avez un indice sur le parrain ou la marraine de l'édition 2016? Non, malheureusement, je ne pourrais pas vous apporter aujourd'hui de scoop à ce titre-là. Simplement rappeler que l'année dernière, c'était Anne-Sophie Pic, femme triplement étoilée, la seule femme triplement étoilée en France. Et d'autre part, c'était l'année d'avant, c'était Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée, le chef cuisinier de l'Élysée. Que nous avons aperçu dans les allées de ce salon aujourd'hui. Oui, qui est très présent au niveau de son implication par rapport au monde agricole. Et l'année précédente encore, c'était Thierry Marx. Donc, ce sont à chaque fois des chefs ou des grands chefs. Je ne peux pas vous dire encore si ça sera le cas cette année. Moi, j'aurais pas le scoop, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a une innovation. Je sais qu'il y avait les tartines d'Anne-Sophie Pic l'année dernière. Là aussi, c'est important d'associer, j'allais dire, une innovation chaque année. Oui, disons que chaque parrain essaye de mettre sa patte à la fête. L'année dernière, effectivement, c'était les tartines d'Anne-Sophie Pic. L'année d'avant, c'était les petits pots de Guillaume Gomez. Voilà, donc il faut effectivement que le parrain, quel qu'il soit, s'approprie cette fête et valorise tout au long des mois qui nous amènent jusqu'au mois de septembre à cette fête et à la gastronomie française. On rappelle les dates de la prochaine édition. Alors, la prochaine édition qui se déroulera donc les 23, 24 et 25 septembre sur l'ensemble du territoire. Jean-Jacques Pinet, merci d'être passé par le plateau de Campagne TV en ce samedi, donc 5 mars. En face de vous vient d'arriver Jean-Manuel Bluet, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler d'agroforesterie. C'est comment mêler ou remettre des haies, des bocages et des arbustes en plein cœur des exploitations pour améliorer la biodiversité. Vous êtes responsable du développement durable chez Nestlé. Alors là aussi, agroforesterie et une entreprise privée, on voit mal un petit peu le lien. Alors est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors le développement durable chez Nestlé, c'est devenu inévitable. Hein. C'est un enjeu important d'être capable de croiser les enjeux des marques. Hein. Nestlé commercialise à peu près 90 marques en France sur de très nombreux secteurs. Hein. Café, chocolat, pommes de terre, on va en parler aujourd'hui, mais il y a aussi sur l'élevage, des matières premières qui viennent de loin et de France. Et un enjeu important pour nous, c'est d'être capable de reconnecter les marques avec les matières premières. Alors pourquoi ce choix de l'agroforesterie ? Alors l'agroforesterie, on va le voir dans un petit film tout à l'heure, hein, c'est un enjeu important qui s'inscrit dans une démarche plus globale qui s'appelle préférence. Et l'idée, c'est de, comme je le disais, reconnecter un peu les marques avec les matières premières. Hein, d'où viennent les matières premières, comment sont faits les produits, c'est ce que nous demandent les consommateurs. Hein, et donc on a dans cette démarche préférence un axe très important qui est la qualité du sol. Hein, et on le verra sur Mousseline, la marque dont on va parler aujourd'hui, la qualité des ingrédients est directement liée à la qualité du produit que l'on propose aux consommateurs. Donc c'est bien le consommateur et son exigence de traçabilité de l'amont à l'aval qui a conduit justement Nestlé à s'engager dans ce type de démarche ? Alors c'est vrai sur la démarche qu'on va voir aujourd'hui pour Mousseline, c'est vrai sur de nombreuses autres marques, hein, mais l'enjeu c'est effectivement de reconnecter les matières premières, la traçabilité jusqu'au champ, hein, d'être capable de donner un visage et de rendre les marques et les produits qu'on propose aux consommateurs beaucoup plus humains et beaucoup plus connectés au territoire. Alors justement, on va l'illustrer avec le reportage qui suit. 2 mots avant de le proposer aux téléspectateurs. On va direction le Pas-de-Calais, c'est ça, avec les producteurs de pommes de terre avec lesquels vous travaillez. Donc voilà, c'est sur la marque Mousseline, une marque qui est emblématique, on en parlera après, hein, qui depuis 50 ans est connectée. Il y a 190 agriculteurs qui sont directement en lien avec la marque et l'usine qui fabrique. Hein, donc la marque Mousseline, 50 ans d'anniversaire et l'engagement de travailler sur la qualité du terroir et la qualité du territoire en lien avec la qualité du produit. Eh bien, je vous propose de découvrir directement ce reportage et on continue notre discussion par la suite. Nous sommes dans la région du Santerre en Picardie. Autour de l'usine Mousseline, des exploitants travaillent toute l'année pour fournir les pommes de terre nécessaires à la fabrication de la purée. C'est le cas de Marcel Janson, dont l'exploitation, aujourd'hui gérée par son fils, produit chaque année des pommes de terre bien sûr, mais aussi des céréales ou des betteraves sucrières. L'ensemble de ces cultures est très adapté à notre climat et à notre type de sol, ainsi qu'à l'environnement économique. Le Santerre, c'est un terroir qui est
très particulier, hein. Il n'y en a pas énormément comme ça en Europe. C'est une terre extrêmement limonneuse, très profonde, et en fait tout pousse ici. Avec une telle qualité de sol, pas étonnant que la Picardie accueille depuis longtemps une agriculture intensive et tournée vers l'industrie agroalimentaire. On a, au cours des ans, arraché l'ensemble des haies qui faisaient le territoire français, le territoire agricole français, pour avoir des parcelles plus grandes et de favoriser la mécanisation. Et une des conséquences a été l'appauvrissement assez général des terres, notamment en matière organique. Et donc il est grand temps de réenrichir les sols de façon naturelle. Depuis 15 ans, Mousseline est engagée dans une démarche appelée préférence pour assurer une chaîne de qualité du champ jusqu'à l'assiette. L'agroforesterie nous est apparue comme un exemple particulièrement intéressant de ce qu'on pouvait faire en agroécologie. La pratique consiste à remettre des arbres et à réassocier culture et arbres. En la matière, l'ancien agriculteur Marcel Janson est le pionnier de la région. Nous voyons que 2 ans après la plantation des haies, c'était comme ça. Et vous les voyez ici maintenant, telles qu'elles sont aujourd'hui, 12 ans après. Nous avons sur à peu près 280 hectares, plus de 13 km de haies, ce qui représente à peu près 13 000 arbres. Ça permet de nourrir beaucoup d'insectes qui vont contrôler essentiellement la prolifération des pucerons. Or, les pucerons sont néfastes pour la culture de pommes de terre. Il est évident que l'agroforesterie nous permet de limiter très sensiblement l'utilisation de pesticides. Et ce n'est pas tout. Replanter des haies enrichit le sol, brise le vent, limite l'érosion et permet de drainer l'eau. En soutenant l'agroforesterie, Mousseline garantit aux consommateurs une purée issue d'un terroir vivant et préservé. Retour à la porte de Versailles, sur le plateau donc, de Terre d'Info, le JT avec vous, Jean-Manuel Bluet. Je rappelle que vous êtes responsable développement durable chez Nestlé. On voit cette démarche protège bien évidemment l'environnement, parce que l'agriculteur nous disait bien qu'il utilisait moins de pesticides et causait aussi moins de dégâts sur l'environnement grâce à cette démarche que vous avez qualifiée de préférence tout à l'heure. Est-ce que c'est réellement une démarche qui est gagnante pour les agriculteurs? C'est absolument essentiel, hein. C'est une démarche qu'on a construite avec les agriculteurs. Il n'est pas question de leur imposer des pratiques, mais de les travailler ensemble. Et l'agroforesterie se fait dans ce cadre-là, sur base de volontariat. Hein, alors on a vu un certain nombre d'avantages assez techniques. Il faudrait une émission complète pour parler des avantages de l'arbre, hein, et associer l'agriculture et les arbres, c'est quelque chose qui est très ancien, hein. On avait des bocages en France pendant des années, donc on ne va pas revenir en arrière, mais on a une technique qui est très innovante et sur laquelle on associe les agriculteurs dans le choix des espèces, dans la densité. On peut faire de l'agroforesterie dans la parcelle ou autour de la parcelle, hein. Donc il y a une grande variété de techniques, mais qui bien sûr est travaillée avec l'agriculteur pour qu'il y trouve tout à fait son avantage, hein. Il est important que ce soit une démarche qui soit gagnant-gagnant pour que la démarche s'inscrive dans la durée, ce qui est très important pour nous. Et justement, on va parler économique hein, à un moment donné. Est-ce que finalement, cette démarche qui s'inscrit dans la durée, c'est aussi une forme de contractualisation avec l'agriculteur sur le long terme? Alors, si vous voulez, avec ces 190 agriculteurs autour de l'usine, on est déjà dans une démarche hein, où on a des contrats qui leur donnent de la visibilité, hein, entre 2 et 3 ans de visibilité sur le contrat. Donc on continue dans cette logique-là. Avec un prix garanti. Là, il y a des agriculteurs qui nous regardent avec un prix garanti. Avec un prix qui est garanti sur cette durée. Et l'idée, c'est à travers cette démarche d'agroforesterie, de s'inscrire dans une durée encore plus longue. Hein, quand vous plantez des arbres, c'est un investissement qui est fait sur 10, 20, 30 ans. Hein, et donc c'est vraiment la garantie pour eux comme pour nous que la relation s'inscrit dans la durée. Après, il y a des avantages économiques, vous l'avez vu avec M. Janson, sur une diminution de l'utilisation des intrants. Hein, donc ça va s'inscrire dans le temps. Dans le coût de revient. Là, dans le coût pour l'agriculteur. Ouais. Ça va renchérir toute la matière organique du sol et garantir que la qualité du sol et la qualité du produit fini s'inscrivent là aussi dans la durée. Donc on a la durée, si vous voulez, dans la qualité de l'écosystème et dans la qualité de la relation, y compris sur des aspects économiques qui sont bien évidemment au centre des discussions qu'on a avec eux. Et des préoccupations aujourd'hui des agriculteurs. Merci Jean-Manuel Bluet. Je vous en prie, merci à vous. Allez, on va partir en duplex maintenant dans le hall 4 avec Jean-Marc Bournigal qui est président de l'IRSTEA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Jean-Marc Bournigal, bonjour.
Bonjour. Alors en quoi justement le travail des ingénieurs de l'IRSTEA se diffère de ceux qu'on connaît peut-être un peu plus, ceux de l'INRA? Dites-nous tout. Bon, nous travaillons bien évidemment au service des territoires ruraux et parmi lesquels les agriculteurs, bien sûr, sont les intervenants. Et notre spécialisation est plutôt tournée sur les équipements et l'agriculture de haute précision. C'est vrai qu'aujourd'hui, être agriculteur, c'est compliqué. Il faut pouvoir tenir compte de très nombreux paramètres pour gérer les risques climatiques, gérer les risques sanitaires, gérer les risques économiques. Et à travers le numérique et les agroéquipements, on est capable aujourd'hui d'accompagner les agriculteurs pour relever le défi qui est devant nous, c'est-à-dire pouvoir produire plus, optimiser les productions des plantes et surtout mieux pour pouvoir préserver l'environnement et la qualité des terres agricoles pour les générations futures. Justement, vous avez participé avec l'INRA et l'ACTA, qui est une autre institut de recherche, à la mission qui était confiée par le ministère de la Recherche et de l'Agriculture sur Agriculture Innovation 2025, c'est-à-dire comment on peut essayer d'imaginer les scénarios agricoles à l'échéance 2025 et justement quelles technologies et quels axes de recherche on doit développer pour pouvoir réussir à pouvoir produire plus, produire mieux, pour pouvoir nourrir 9 milliards d'habitants. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une mission que nous avons conduite avec François Houlier, qui est le président de l'INRA, Philippe Lecouvet, le directeur général de l'ACTA, donc des centres techniques agricoles, Pierre Pringuet, qui est le président d'AgroParisTech. Et nous avons fait un certain nombre de recommandations. Nous avons souhaité être très opérationnels en termes d'innovation et nous avons retenu 9 axes. 2 axes qui tournent autour de la nécessité de travailler de façon un peu plus systémique. C'est ce qui tourne autour de l'agroécologie et notamment la qualité des sols qu'il faut pouvoir préserver, d'autant plus que ça a un intérêt pour séquestrer le carbone et participer à la lutte contre le changement climatique. La notion de bioéconomie, c'est-à-dire valoriser la biomasse pour produire toute une série de produits, mais également inciter à faire de l'économie circulaire. Nous avons aussi mis en avant 4 groupes de technologies qu'il convenait de maîtriser pour pouvoir accompagner cette transition vers une agriculture écologiquement intensive. C'est notamment le numérique, pour pouvoir avoir des outils d'aide à la décision. C'est la robotique, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement dans l'agriculture. C'est déjà très présent dans l'élevage. Une installation sur 2 se fait avec des robots de traite déjà aujourd'hui dans l'élevage. Ensuite, utiliser le levier génétique. Il y a beaucoup de technologies qui sont aujourd'hui disponibles, sans parler uniquement d'OGM, beaucoup d'autres technologies qui peuvent être très utiles pour pouvoir aussi adapter les productions au changement climatique. Le biocontrôle, qui doit permettre de pouvoir générer des substitutions aux produits phytosanitaires. Et enfin, un certain nombre de préconisations qui tournaient plus autour de la nécessité de fédérer les acteurs, comme les notions de laboratoires vivants territoriaux, pour pouvoir mieux utiliser et impliquer la population et les progrès technologiques dans l'agriculture, et également tout un axe autour de la formation, parce que toutes ces technologies vont nécessiter une formation très forte de tous les acteurs économiques. Alors on voit bien ces différents axes que vous développez qui sont interdépendants pour projeter l'agriculture de demain. Mais on découvre aussi derrière vous la robotique avec un exemple de robot. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. On avait souhaité pouvoir montrer un petit peu sur le salon déjà quelques avancées en termes de robotique. Il s'agit de robots porteurs. Vous savez que dans le monde agricole, quand vous voulez vendanger, quand vous voulez intervenir dans les champs, on a toujours des difficultés parce que c'est très lourd, il y a pas mal d'outils à transporter. Ce sont des petits robots qui, lorsqu'ils vous repèrent, sont capables de vous suivre de façon totalement autonome et qui, derrière, aident les agriculteurs dans leur travail quotidien. Donc, nous avons amené sur le stand uniquement des petits robots. Nous en avons des beaucoup plus gros avec des chenilles qui peuvent accompagner les agriculteurs. Et on commence déjà, et on peut déjà en voir, notamment dans les vignes pour transporter le matériel derrière les vignerons ou tout simplement participer lorsqu'il y a les vendanges au ramassage des raisins pour pouvoir faire des allers-retours derrière. Et on va peut-être en voir un peu partout derrière. Donc mais justement, le défi, c'est maintenant les robots autonomes dans le milieu naturel. Mais les 2 robots qu'on découvre derrière vous, ce sont des prototypes où aujourd'hui ils existent dans certaines exploitations de test. Alors là, vous en avez un qui est un prototype, qui est le robot suiveur derrière.
L'autre est déjà quelque chose qui est déjà commercialisé. Nous avons déjà des robots commercialisés avec la société Effidence. Et je vous dis, on commence déjà à avoir les premiers qui sont présents chez les vignerons pour pouvoir les aider au quotidien dans le transport. Ça évite bien sûr toute fatigue, la fatigue physique, et ça gagne du temps dans leur vie quotidienne. Notre défi aujourd'hui, c'est de se dire que sur les 10 ans qui viennent, on doit pouvoir mettre des robots en commercialisation sur des sujets comme le ramassage, la cueillette, le désherbage. On commence déjà à en voir dans les maraîchers. Vous avez d'autres exemples sur le salon avec la société Nayo sur des petits robots désherbeurs, et puis aussi des robots pour pouvoir traiter et pulvériser des produits phytosanitaires pour assurer une meilleure protection des agriculteurs eux-mêmes. Oui, c'est diminution de la pénibilité et gain en productivité grâce à la robotique. Jean-Marc Bournigal, merci d'avoir été en duplex du Hall 4, puisque vous êtes dans le Hall 4. Et à très bientôt. On vous souhaite une très très belle fin de salon. Merci beaucoup à vous. Retour donc sur le plateau en compagnie de Nicolas Marot des Grottes. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, on va parler de la banane ultramarine. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Parce Alors d'abord, bonjour à tous vos téléspectateurs et au public. On est là pour ça. Vous êtes le président du comité donc, sectoriel de la banane à l'Odéadom, qui est l'organisme qui distribue, on va dire, les aides de la politique agricole commune. Est-ce qu'on peut, pour planter le décor, est-ce que vous pouvez nous raconter quel est le poids aujourd'hui économique de la banane dans les territoires ultramarins? Exactement. On peut faire un petit peu de géographie aussi pour dire au public où se trouvent la Martinique et la Guadeloupe, qui sont des îles françaises, des régions françaises qui sont dans les Caraïbes, près de Cuba, Saint-Domingue, Trinidad, etc. Donc des petites îles perdues mais françaises, des îles volcaniques, avec sur la montagne Pelée à la Martinique qui a fait 30 000 morts en 1902 lors de son explosion. Et voilà, pour situer un petit peu. Alors, combien de producteurs en Martinique et en Guadeloupe? Alors, on a 650 producteurs sur les deux îles, 400 en Martinique et 250 sur la Guadeloupe. Et ces producteurs sont regroupés au sein d'une seule coopérative, une seule structure qui commercialise l'ensemble de leur production, 270 000 tonnes sur la France et l'Europe. Les deux, donc à peu près 70% du volume est fait sur la France et 30% sur le reste de l'Europe. Alors c'est vrai qu'on voit le logo, que dès qu'on achète des bananes, on dit banane de Martinique ou banane de Guadeloupe. Il y a un logo qui est identifiable pour le consommateur. Oui. Et je crois que vous êtes engagé dans une démarche qui est là aussi respectueuse de l'environnement. On parlait d'agroforesterie tout à l'heure, mais vous aussi, vous avez voulu intégrer dans le cahier des charges des producteurs une démarche qui respecte l'environnement de l'ultramarin. C'est une préoccupation extrêmement importante qu'on a, puisqu'on est sur des îles, des petits territoires, donc à protéger absolument. Et depuis 2008, on a mis en place un plan de banane durable. Donc c'est tout un ensemble de préconisations à faire aux producteurs, donc diminution de l'effet des pesticides, réduction de pesticides. Au passage, on a réduit de 50% l'utilisation de nos pesticides sur cette période, qui allait de 2008 à 2015 à peu près. Donc vous êtes des bons élèves, parce que c'était l'objectif du plan Ecophyto 2018, vous êtes des bons élèves. Exactement. Ça veut dire que la culture de la banane s'y prête aussi. Oui, alors on est dans des terres difficiles parce qu'on est dans des terres qui sont tropicales et tropicales humides, donc beaucoup de vie et donc c'est quand même compliqué à faire. Donc les producteurs se sont engagés là-dedans et aujourd'hui on a des résultats parce que on voyait tout à l'heure monsieur le président de l'ISTA, on a travaillé avec eux aussi sur du matériel, sur de la recherche pour éviter toute la pénibilité aux ouvriers de nos plantations. Et je crois aussi qu'il y a une structuration de la filière qui s'est opérée pour pouvoir justement tout maîtriser de l'amont à l'aval. Exactement. Le producteur est dans la structure, aussi bien au niveau de la production que de la distribution et maintenant de la mûrisserie, puisque nous avons fait l'acquisition, les producteurs ont fait l'acquisition en 2008 du réseau mûrisserie Fruits d'Or, qui est présent sur c'est le premier réseau de France, présent sur toute la France, et va jusqu'à la grande distribution, puisqu'on a mis aussi des promoteurs de vente dans la grande distribution et qui suivent. Donc le producteur suit
de la production jusqu'à la distribution. C'est important pour la structuration de la filière et pour sa compétitivité économique, justement, de maîtriser cet axe. Et l'actualité de ce salon 2015, c'est que vous lancez aussi une marque banane française, c'est ça? Voilà, on l'a lancé depuis l'année dernière avec la participation du ministre de l'Agriculture. Pourquoi? Parce qu'effectivement, après ce plan de banane durable et la réduction des pesticides, on s'est dit qu'on a une traçabilité, on a un produit français, c'est la seule banane française, il n'y en a pas d'autres. Donc c'était l'occasion de l'identifier parce que dans les rayons, la banane est complètement banalisée. Vous avez des ardoises souvent avec Afrique, Antilles, Amérique, et on ne sait pas quelle est la banane qu'il y a au-dessus. On avait mis des petits stickers, le petit timbre, effectivement, mais ce n'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, on revendique le fait qu'on soit banane française. Parce qu'on a traçabilité, écologie, on a parlé des haies tout à l'heure, on est engagé dans tout ça aussi. Non, mais c'est important là aussi parce que c'est l'économie de ces îles qui dépend fortement de cette culture. On rappelle que c'est quand même des exploitations de type familial. Oui, c'est totalement familial. Ce sont des exploitations familiales. On a à peu près sur les deux îles 8500 hectares de bananes et on a à peu près un tout petit peu moins d'une personne à l'hectare. Donc vous imaginez ce que c'est. Et ce sont des salariés en CDI, ce sont des permanents. La banane, c'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est 52 semaines par an, on expédie de la banane. Donc c'est très important. On fait énormément de formations. On a fait sur la période du plan de banane durable 525 000 heures de formation pour les salariés et avec Vivea pour les exploitants. Dernière question, la question du consommateur que je suis. C'est vrai qu'on trouve aussi de plus en plus de bananes françaises par lot. De 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Ça aussi, c'était une volonté pour simplifier, j'allais dire, le choix du consommateur. Totalement, parce que la banane, depuis des années, est vendue au kilo. Et là, on a décidé de la vendre à l'unité et de mettre des petits lots inviolables. Parce que quand vous voyez un rayon de banane en fin de journée dans la grande distribution, tout a été arraché, tout est en vrac. Et là, on garde une certaine homogénéité. Et avec le petit ruban bleu, blanc, rouge qu'on a mis, on a un code barre. Donc le consommateur n'a plus qu'à prendre sa main de banane et passer à la caisse. Donc il a 10 secondes pour passer, alors qu'avant il fallait aller peser, mettre en sachet, passer à la caisse. Donc simplification et garantie parce qu'on sait que c'est de la banane française. La banane française, c'est notre banane à nous, mais c'est la vôtre aussi. C'est la banane de tous les Français. C'est une banane française, il faut se l'approprier. C'est le lien entre les territoires ultramarins et métropolitains. Nicolas Marot-Desgrottes, merci. Merci à vous. Bon retour dans votre île en tout cas et puis bonne fin de salon à vous. Merci beaucoup. Allez, on a fini la partie actualité. Je vous propose de passer au focus du jour à la partie débat sur la crise aviaire. On passe donc à cette dernière partie en compagnie d'Anne Richard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut technique de l'aviculture. Alors il faut que vous nous expliquiez ce qu'est cet institut. Alors l'Institut technique de l'aviculture, c'est un institut technique qui est au service des filières avicoles, piscicoles et cunicoles. Mais aujourd'hui, nous allons parler qu'aviculture. C'est une trentaine d'ingénieurs qui travaillent en fait à la mise en place d'expérimentations extrêmement appliquées, donc en lien avec les producteurs et les entreprises de terrain. En face de vous, on accueille Marc-Henri Cassagne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de GDS France et les groupements de défense sanitaire. Là aussi, en un mot, vos missions. Nous sommes dans le paysage agricole français et dans le paysage de l'élevage, les organismes qui sont en charge de la santé animale, reconnus par l'État et avec l'adhésion d'une majorité d'éleveurs. Alors on vient de parler pendant ces derniers mois de l'influenza aviaire qui a décimé une bonne partie des élevages du sud-ouest. Là aussi, Anne Richard, on est en pleine actualité. Est-ce qu'aujourd'hui on peut repréciser combien de personnes ont été touchées, combien d'exploitations familiales ont été touchées et qu'est-ce qui est à l'origine, malgré tout, du développement de cette épidémie? Donc, en ce jour, on a 74 foyers qui ont été identifiés.
Mais peut-être que ce qui est intéressant pour les téléspectateurs, c'est qu'on fasse un tout petit peu l'historique et qu'on explique où on en est aujourd'hui. Donc en fait, il y a une première étape dans cette épizootie, puisque c'est une maladie animale, qui a été la période avant les fêtes, puisque donc on a découvert les premiers cas au mois de novembre. Et au départ, on a été un peu surpris parce qu'on se demandait ce qui se passait. Et au fur et à mesure que les cas se sont développés, on a pu, grâce au travail qui a été mené par l'ANSES et par les pouvoirs publics, identifier qu'on était face à une épizootie tout à fait particulière, puisqu'on n'était pas du tout dans le cas d'une maladie, d'une influenza aviaire comme on avait pu avoir en Asie, par exemple. On était sur une épizootie, on va dire, française, qui a été provoquée en fait par la mutation d'un virus qui était passé de faiblement pathogène à hautement pathogène. Alors, dans cette épizootie, l'élément extrêmement important, c'est que finalement, c'était une épizootie animale, donc une maladie qui ne se transmettait que d'animal à animal et absolument pas transmissible à l'homme ni aux mammifères. Donc ça a été le premier point qui a été découvert juste avant les fêtes et qui a permis finalement de rassurer énormément le grand public. Cela étant, c'est un virus qui se transmet d'animal à animal, donc qui est très dangereux pour les oiseaux. Et donc, il fallait essayer de mettre en place des mesures pour éradiquer ce virus. Et c'est le travail qui a débuté depuis le début de l'année, en fait, qui est la deuxième phase de l'épizootie. Donc on a stoppé pendant 6 mois, c'est ça, la production dans tous les élevages? Alors, comme on se retrouvait face à un virus qui était virulent pour les oiseaux, il fallait trouver une solution pour éviter qu'il se diffuse d'animal à animal. Or, comme chacun sait, dans le Grand Sud, et notamment le Grand Sud-Ouest, il y a énormément de canards. Et c'est en fait un virus qui se transmet de canard à canard très facilement. Et donc, la solution qui a été choisie, ça a été de faire un dépeuplement, c'est-à-dire d'arrêter de mettre en production des canetons et au fur et à mesure, ainsi, de vider tout le Sud-Ouest de ces canards pour permettre ce que l'on appelle un vide sanitaire suffisant pour permettre de baisser la pression virale dans cette zone et donc d'essayer d'éradiquer ce virus. Marc Cassagne, vous qui surveillez justement sanitairement tous les élevages, est-ce que vous savez combien de départements qui sont concernés, combien d'exploitations ou d'élevages qui sont concernés aujourd'hui? Oui, il y a donc eu, comme le disait ma collègue, 74 foyers dans 8 départements. Ouais. Moi, je voudrais dire d'abord quelque chose, c'est que pour assurer l'opinion publique, l'influenza, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la grippe. C'est une grippe. Et comme toutes les grippes, il y a des grippes dangereuses et des grippes qui ne sont pas dangereuses. Là, on est confronté à ce qu'on appelle une grippe hautement pathogène. Mais hautement pathogène, ça ne veut pas dire systématiquement que ce soit transmissible à l'homme. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être. Et l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, l'ANSES, a indiqué qu'il n'y avait aucun des principaux marqueurs qui marquait la dangerosité pour l'homme. Donc en la matière, ce qui se passe, c'est une crise humaine pour les producteurs, c'est une crise économique, mais ce n'est pas une crise liée à la santé de nos concitoyens. C'est d'abord un drame humain pour ceux qui sont touchés, parce que quelque part, c'est leur crédibilité à eux-mêmes qui se met en question. Et puis c'est un drame économique parce que toute une filière est bloquée. Les dispositifs de surveillance et d'intervention qui ont été pris par les pouvoirs publics en liaison avec les organisations professionnelles permettent de gérer au mieux cette crise. On verra ensuite les conséquences qu'il faut en tirer sur un certain nombre de pistes en matière de surveillance. C'est sûr que la première piste directe, c'est évidemment les conséquences financières. Vous en parliez à l'instant, parce que c'est vrai qu'arrêter une production pendant 6 mois, ça a un coût. Alors justement, je sais que l'État a quand même prévu des indemnisations, c'est ça ? Alors, comme ça vient d'être indiqué, c'est un coût économique très très important. Il est évalué par les professionnels à plus de 350 millions d'euros. Et pour l'instant, il y a une aide qui est prévue, mais au niveau des producteurs et des accouveurs, qui s'élève à 130 millions d'euros. Donc il y a un gap important entre la perte économique qu'il va y avoir dans les filières et les aides possibles. Cela étant, c'est déjà bien d'avoir 130 millions d'euros pour aider notamment les producteurs et les accouveurs qui sont touchés au premier chef. Ce qui serait important maintenant, c'est qu'on arrive à avoir aussi des aides pour les entreprises, parce que dans une filière, si vous sauvez la production, mais vous ne sauvez pas les entreprises, finalement, on ne peut pas s'en sortir. Donc là, il y a un gros travail à mettre en place pour, en complément des aides qui sont prévues pour les producteurs et qui sont essentielles, qu'on arrive à mettre en place des aides pour les entreprises pour qu'elles puissent continuer leur activité. Alors il y a effectivement l'aspect économique, mais est-ce que l'accompagnement humain est aussi pris en charge par vous, Marc Cassagne ? Écoutez, non seulement par les groupements de défense sanitaire, naturellement,
mais aussi par les coopératives, mais aussi par les chambres d'agriculture, par l'ensemble des intervenants dans le monde agricole sur la zone concernée. Tout le monde est mobilisé, et naturellement aussi nos amis de l'Italie, tout le monde est mobilisé pour être aux côtés des producteurs et les accompagner, les former, les conseiller en matière de biosécurité. On est tous mobilisés 24 heures sur 24 sur le pont. Est-ce qu'on doit avoir peur d'une nouvelle grippe aviaire qui viendrait dans 6 mois, au moment où on va reprendre l'exploitation dans ces élevages, qui va venir justement ternir la reprise? Écoutez, là on est en train de prendre des mesures extrêmement importantes qui sont très impliquantes pour les producteurs et toutes les entreprises du secteur. Il y a une énorme concertation entre les pouvoirs publics et la profession pour essayer de prendre les mesures les plus draconiennes possibles pour éviter justement la résurgence de ce virus. Cela étant, on est face à un virus, donc l'objectif est au travers des mesures de biosécurité qu'on va mettre en place sur les exploitations et sur lesquelles on travaille en ce moment de façon très précise, d'éviter dans tous les cas qu'un phénomène comme celui de cette année se reproduise. Et que si toutefois il devait y avoir un cas, parce que face à un virus on peut se retrouver avec un cas de temps en temps, il soit très vite circonscrit et que justement on n'ait pas une épidémie, une épizootie, mais plutôt simplement un cas isolé. Vous parlez de mesures de biosécurité. Alors justement, les services vétérinaires avec vous, GDS France, comment on fait en sorte de convaincre les éleveurs d'appliquer ces mesures de biosécurité et quelles sont-elles d'abord, pour être concret? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est des mesures un peu techniques, mais si vous voulez, ce sont des mesures qui visent en effet à renforcer la sécurité sur l'élevage. D'abord, l'éleveur lui-même en est convaincu parce qu'il voit les conséquences avec la crise qu'on traverse. Deuxième élément, c'est par le travail de persuasion et de formation qui va là aussi mobiliser l'ensemble des acteurs professionnels sur le terrain dans les mois à venir avec une politique de formation des éleveurs pour la mise en place, c'est ce qui est prévu par les textes réglementaires, d'un plan de biosécurité dans chaque élevage. Ensuite, il y aura un deuxième volet qui visera à renforcer la surveillance globale et la prévention globale dans le cadre d'un outil qui existe qui s'appelle la plateforme nationale d'épidémiosurveillance en santé animale qui réunit l'État et l'ensemble des partenaires, COP de France, GDS France, les vétérinaires notamment, les laboratoires vétérinaires départementaux, et puis un nouvel outil qui devra être mis en place qu'on appelle les réseaux sanitaires de surveillance et de prévention et qui permettront de compléter. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Madame Richard. On est sur de l'humain, on est sur des virus, on n'est jamais à l'abri de l'apparition d'une grippe ou d'un autre phénomène. L'important, c'est de pouvoir le détecter très vite et réagir très vite. Le détecter très vite, c'est le rôle premier de l'éleveur, qui est le premier infirmier sur l'élevage, avec les vétérinaires naturellement. Anne Richard, est-ce que vous croyez justement à cette prise en compte par les éleveurs de ces mesures de biosécurité ? Bien écoutez, on fait énormément de réunions en région en ce moment pour essayer d'expliquer les mesures et d'expliquer les évolutions à mettre en place. Moi je suis très surprise, mais très agréablement surprise par l'écoute des éleveurs. Personne n'a envie de revivre ce qui se passe en ce moment dans les élevages. Donc je pense qu'il faut leur faire confiance, qu'il faut passer du temps à expliquer les choses. Et je dois dire que moi je suis assez confiante sur la prise en compte par les éleveurs de ces mesures. Toutefois, il faut qu'elles soient adaptées à chaque type d'élevage et proportionnées pour que les gens puissent les mettre en place. Et là, on a un énorme travail qui est en cours, qui est de mettre en place des mesures adaptées à chacun des systèmes de production avicole qui existent aujourd'hui en France. Oui, parce que c'est souvent des exploitations petites et très très familiales là aussi. Donc du coup, c'est beaucoup d'exploitations et beaucoup de petites exploitations. Donc c'est plus compliqué à mettre en œuvre. En effet, il y a énormément d'exploitations, il y a énormément de petites exploitations, mais dans une petite exploitation, on peut faire évoluer certains éléments dans le système de production pour améliorer les éléments de biosécurité. Alors, si l'aventure, il n'y a pas d'autres virus, Marc-Henri Cassagne, est-ce qu'on peut envisager un retour à la normale à partir de quelle date ? Écoutez, oui, on peut s'attendre à ce qu'à la fin du système qui a été mis en œuvre, qui a été défini, mis en œuvre par l'État et par les partenaires professionnels, la situation revienne à la normale, ce qui ne veut pas dire qu'il faudra baisser la garde. Moi, je crois qu'il faut saluer le sens des responsabilités des professionnels et des acteurs et des producteurs. Quel métier accepterait, en fait, d'arrêter son activité durant plusieurs mois ? Quel mode de production accepterait de ne pas repeupler son élevage, de procéder à des désinfections,
de s'engager dans des plans de biosécurité. Et donc il y a une responsabilité collective de l'ensemble des producteurs de palmipèdes à foie gras, notamment dans le sud-ouest, qu'il faut saluer. Et je crois qu'en effet, cet effort collectif qui est engagé dans le cadre fixé par l'État et avec la mobilisation, je rappelle, de l'ensemble des partenaires professionnels, doit conduire à un retour à la normale le plus rapidement possible. Maintenant, il peut toujours se produire un incident et ensuite de maintenir la surveillance et la prévention. Anne Richard, on parlait d'accompagnement des instituts techniques, des groupements de défense sanitaire. L'État, par l'accompagnement financier, il accompagne aussi ou... Ben, je dois dire qu'on est en travail permanent en ce moment, enfin depuis le début de cet épisode-ci, avec la Direction générale de l'alimentation. Il y a un vrai travail de concertation qui est mené entre les professionnels et l'État. Donc, y compris dans les DDPP, dans toutes les organisations locales et régionales, il y a un travail extraordinaire qui est fait. J'ai envie de dire, c'est tout le monde qui se bat ensemble pour vaincre, entre guillemets, ce virus. Donc, oui, on peut dire qu'il y a un vrai travail aussi de toutes les organisations qui sont autour des pouvoirs publics. Allez, il est grand temps de prendre vos questions, celles que vous nous avez posées sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, notre Twitter, hashtag TDIJT, et nos deux sites www.campagnetv.com et notre partenaire www.pleinchamp.com. La première question est une question de Mimi du Lot-et-Garonne. Pourquoi avoir pris la décision du vide sanitaire, sachant qu'il y avait d'autres propositions comme le vaccin? Anne Richard. Alors, ça c'est la question qui est revenue beaucoup de la part des éleveurs. En fait, il faut que les éleveurs comprennent que si on vaccine les animaux, on reconnaît finalement que l'État français n'est pas capable de lutter contre cette maladie. Et au regard des autres États dans le monde entier, on montre qu'on a baissé les bras vis-à-vis de cette influenza aviaire. Et donc, cela fermerait les portes aux exportations de produits. Donc, on se retrouverait dans la situation où la France, qui est un gros exportateur de produits avicoles, ne pourrait plus exporter. Ça veut dire effectivement que c'est le foie gras derrière, c'est l'exportation du foie gras essentiellement. Foie gras, la génétique, l'accouvage, la viande de volaille, etc. Non, c'est toute la filière avicole qui serait concernée. Question suivante, celle de Sa de Dordogne, donc là aussi pays producteur de foie gras. Ne faut-il pas que les basses-cours soient elles aussi assainies pour qu'on soit sûr de repartir proprement? Marc-Henri Cansagne. Oui. Bien évidemment, tout ce qui pourra être nettoyé le sera. J'allais dire pour les producteurs qui sont dans le système coopératif, l'ensemble du dispositif ne pose pas de problème. Le travail va être un peu plus compliqué pour aller chercher ceux qui ne sont pas organisés dans les groupements. C'est là où les chambres d'agriculture, les coopératives, les GDS vont devoir se mobiliser. Et plus on pourra aller au plus près pour nettoyer tout ce qui peut être nettoyé, mieux ça vaudra naturellement. Ça veut dire, Anne Richard, que tout éleveur, quel que soit, j'allais dire, le type d'oiseau qu'il élève, doit traiter? C'est-à-dire que tout éleveur, quel que soit le type d'oiseau qu'il élève, comme vous dites, doit mettre en place des mesures de biosécurité. Et y compris potentiellement la basse-cour familiale. C'est-à-dire que dans une basse-cour familiale, malheureusement, le virus peut aussi se propager. Donc il est très important que tout le monde ait conscience que c'est une lutte de tous les instants et de tous les producteurs ou de tous les acteurs qui ont de la volaille. Question suivante, question d'Hugues des Yvelines, donc un citadin. Ces décisions ne vont-elles pas porter un coup d'arrêt à la vente directe? Que faire pour sauver les circuits courts? Anne Richard. Alors ça, c'est une question qui revient aussi beaucoup. En ce moment, on est en plein travail pour mettre en place des mesures proportionnées pour que tous les systèmes de production subsistent et que tout le monde puisse continuer à produire, que ce soit en circuit court ou en circuit long. Donc là, dans le cadre des mesures de biosécurité qui vont être mises en place, on est en train de réfléchir à des mesures adaptées à tous les systèmes de production. Donc tout le monde devra faire des efforts, mais les efforts seront adaptés à chacun des systèmes de production. L'objectif n'est absolument pas d'éliminer un système de production ou un autre d'ailleurs. Parce que ça se ferait au détriment des petites, c'est bien ça? Oui, mais justement, l'objectif c'est que tout le monde puisse continuer en faisant des efforts qui sont proportionnés à la taille de l'exploitation et aux possibilités liées à ce type de production. Marc-Henri Cassagne, c'est comme ça qu'on va sauver justement toute une filière? Nous l'espérons et nous en sommes même convaincus. Pour reprendre ce que disait Madame Richard, si vous voulez, il y a des cahiers des charges, des guides de bonne pratique qui sont faits production par production. Donc quelque part, il y a vraiment, j'allais dire, un maillage technique qui est fait. Je rends hommage au travail qui a été fait notamment par l'Itavi, de façon à pouvoir répondre à toutes les situations.
On n'est pas là pour sauver les gros et condamner les petits, on est là pour sauver tout le monde et que tout le monde, dans la diversité de ses modes de production, puisse continuer de reprendre une activité normale et de vivre dignement de son activité. Mais ce sera le mot de la fin. Merci madame. Merci. Merci monsieur. Merci. Il s'agissait, vous le savez, du dernier JT ici en direct de ce 53e salon de l'agriculture. Donc il me reste à remercier l'ensemble des équipes qui ont participé à toutes ces journées de direct et d'émission. Donc merci aux équipes techniques de Stop & Go. Merci à toute l'équipe éditoriale de Campagne TV dirigée par Alexandra Thierly. Et il me reste aussi à vous remercier, vous, de votre fidélité pendant tous ces jours de salon de l'agriculture. Mais vous le savez, on se retrouve très très vite et d'ici là, cultivez votre jardin. Au revoir.